On y est arrivé vers midi à peu près. C'était couvert de gens qui descendaient. C'était les gens qui se rendaient le 13 vers midi. Et nous sommes allés sur la partie gauche de Tacfona, dans l'ancien PC du commandant Gardet, où on a retrouvé le colonel Bourgeois qui commandait le BM4 et le commandant Gardet qui commandait le BM5. Ça se passait le 13, vers disons 2 heures de l'après-midi. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'évoquer le parcours de la première DFL, parcours qui s'est terminé ici. C'est ici que les Français libres, qui ont été les seuls à se battre entre 42 et 43, entre 40 et 43, c'est ici qu'ils ont connu leur dernier combat. Donc il y a une valeur symbolique. Donc, après la victoire d'El Alamein, les Anglais ont demandé à la DFL de lui fournir sa colonne volante. Les Anglais avaient, ils avaient l'habitude d'avoir dans toute leur brigade, ils avaient une petite colonne volante. Et ils ont retenu ce qu'il y avait de plus mobile dans la DFL, c'est-à-dire le régiment de Spahis, qui en plus était renforcé par récupération diverse d'une compagnie anti-char, la compagnie de chars Crusader de la DFL et le BIMP. Il faut savoir que le BIMP n'était pas sur la même dotation que les autres bataillons. Il était sur la dotation qu'il avait reçue dès 40 au Liban. C'est-à-dire que c'était pratiquement une unité de découverte et de combat. Ils avaient des pick-up armés, ils avaient des Bren, etc. Ils étaient beaucoup plus mobiles et beaucoup mieux armés que les autres bataillons. À cette période-là, donc nous sommes début novembre 42, la division, c'est-à-dire environ 5200 hommes, à l'effectif d'environ 5200, s'est vu prescrire un cantonnement à Gambout. Gambout, c'est un petit patelin à la frontière Égypte-Libye. Donc là, nous sommes dans la période qui a suivi immédiatement El Alamein. Donc la poursuite a dû commencer vers le 4-5. Le 8 novembre, les forces alliées ont débarqué dans la région de Casablanca et dans la région d'Alger. Il faut savoir qu'à cette époque, bien que l'Africa Corps, c'est-à-dire les Allemands et les Italiens, étaient en déconfiture, les Allemands pensaient pouvoir encore maîtriser. Et je pense que ils ont terminé courant décembre le débarquement de 80 000 hommes en Tunisie, que eux disent avoir articulé en 2 divisions blindées et une division de panzergrenadiers. Et leur patron était le général Fadarnim. Et dans les divisions blindées, il y avait un adversaire qui avait déjà eu affaire à la DFL à Bir Hakeim, c'était le groupement Kiel, qui devait correspondre en gros à l'équivalent d'un groupement de la DB. C'était à peu près le même. À cette époque, ils ont semé la terreur, parce que c'est eux qui avaient le premier bataillon de Tigres, qui, pour l'anecdote, portait le numéro 501. Oui, non. Et les comptes rendus américains sont formels. Les Américains avaient des M5, avaient des M8, des Amtrak, etc. Leur 37, ils pouvaient faire quelque chose à 200-300 mètres. Les 88 Allemands les démolissaient à 2000 mètres. Ils en passaient même plusieurs à la fois. Et c'est là que l'ensemble des Alliés ont eu très peur, parce que la route d'Algérie était ouverte. Et les Allemands auraient pu, en exploitant bien à fond, ils
ils auraient pu se retrouver à Tébessa et en Algérie. Et en fait, ce qui a été la meilleure aide aux Alliés, eh bien, c'est les vieilles unités de Tunisie et d'Algérie. Parce que de Tunisie étaient partis à peu près 10 000 hommes sous le commandement du général Barré et accent aigu. Et chaque département avait fourni, chaque département algérien avait fourni une division dite de marche, dont le groupement des 3 divisions avait été pris par le général Kölz. Et d'après les archives qu'on a, la meilleure étude, entre parenthèses, a été faite par le général Barré ET, qui est des troupes de montagne. Il a fait une étude d'une 15aine de pages où il détaille les effectifs, etc. Il semble que les forces du général Kölz aient atteint le niveau de 60 000. En tous les cas, c'est le 4e RTT qui est intervenu dans la région de Pichon-Kasserine et qui a plus ou moins sauvé la mise à la brigade Patton qui avait été étriée comme pas possible. Alors donc, on est en fait avec une 8e armée qui arrive du Grand Est, la première armée britannique s'était occupée avec le corps d'Afrique, entre parenthèses, s'était occupée de la région de Bizerte et les Américains à l'époque avaient débarqué un tout petit corps d'armée. En fin de course, ils ont plafonné à 80 000. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. Et la colonne volante a franchi la frontière tunisienne le 24 février 1943. Elle est passée à Belgarden et elle s'est répandue en direction de Médénine. Et là, c'est le général Freyberg qui a donné mission. Il pressentait le contournement par les Allemands et il y avait dans le coin, à hauteur de Romrassen et Bir El Amar, il y avait 3 oueds qui permettaient de surgir sur les flancs de la 8e armée. C'est l'oued Khail, l'oued Telzafet et l'oued Gragour. Et il a donné ça à la colonne volante. Et la colonne volante, à l'époque, elle plafonnait à 2000-2020 personnes, c'est tout. Donc c'est des Français qui se sont retrouvés à l'endroit possible d'où les Allemands pouvaient opérer une opération extraordinaire. Les combats ont démarré le 7 mars. Le 10 mars, le général Freyberg, qui commande le corps d'armée, adresse au commandant Rémy, qui commande la colonne volante, il lui adresse un télégramme rédigé en français, je le cite, « Je viens d'apprendre la bonne nouvelle que la colonne volante de la 4e brigade légère a pris liaison avec vous. En repoussant hier l'attaque du groupement Kiel, vous avez supprimé la menace sur notre flanc sud. » C'est extraordinaire. Un général qui commande le corps d'armée qui dit à un élément, vous avez supprimé, en repoussant hier l'attaque du groupement Kiel, vous avez supprimé la menace sur notre flanc sud. C'est extraordinaire ça. Après, veuillez accepter les félicitations, etc. C'était donc un magnifique hommage rendu à la colonne volante. Donc là, nous sommes le 10 mars. Le 11 mars, il affecte la colonne volante à la force L. Donc il se sépare et il laisse la colonne volante aux mains du général Leclerc, qui à l'époque avait sous ses ordres environ 2800-2900 Français, plus un bataillon grec d'officiers, le bataillon sacré, plus une compagnie du génie, plusieurs batteries de 25 moudeurs. Donc la totalité de la force L devait vraisemblablement dépasser à peu près 4000. À partir de ce moment-là, les combats ont continué en direction du nord. Alors il faut vous dire que là, une première tentative de contournement a été arrêtée dans ces 3 oueds. Au même moment, à l'extrémité ouest, là où
la force L s'était établie, le colonel Dio avait créé un centre de résistance à hauteur de Xarrilan. L'ensemble était un peu plus vaste que l'Irakais, à peu près. C'était l'extrême ouest. Et là, les Allemands ont tenté donc, de faire un enveloppement plus large, et c'est là encore les Français qui l'ont stoppé. Pour être juste, il faut bien dire que la RAF, qui était en réalité la Royal Australian Air Force, a appuyé, conformément à l'accord qu'avait donné le général Montgomery à Leclerc quand il s'était concerté à Tripoli. Il a été séduit par le projet de manœuvre de Leclerc, mais il a écrit dans ses mémoires qu'il pensait ne plus le revoir. Ouais. Mais il a dit, vous aurez la priorité absolue en matière d'appui aérien. Et là, dès le 10 mars, alors là je me réfère à un site australien, le Wing Commander, qui est âgé de 28 ans, a été présent au-dessus de la force L avec 40-45 avions pendant 2 jours. Et c'est eux qui ont eu le meilleur score, parce que rien qu'en char, ils en ont déquillé 70. Le soir du 10, les combats donc s'étaient déroulés. Personne n'avait réussi à passer, entre parenthèses, le dispositif qu'avait établi le père Dio. Hein. Et Leclerc a envoyé un compte-rendu à Montgomery en disant voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà nos pertes, etc. Il y avait un certain nombre de chars, il y avait beaucoup de semi-ch'tillés, etc. Le soir même, Montgomery lui a répondu well done. En bon français, ça veut dire bien joué. Bien joué. Voilà. Alors en fait, les combats ont continué en direction du nord. Les gros accrochages ont lieu à côté du Djebel Outid, les Ksar Sultan, El Hama, etc. Et là, nous sommes donc dans les derniers jours de mars. Et le général Leclerc, je ne sais pas comment il a fait, en tous les cas, il s'est arrangé pour que ce soit les Français qui ont toujours été en tête de la 8e armée. Au point que le 28 mars, les Spahis et la compagnie de chars sont rentrés dans Gabès, où ils ont été accueillis d'ailleurs de façon extraordinaire. Et ils ont continué, ils ont franchi El Hama, Baktassi, etc. Donc nous sommes le 28 mars. Je crois que c'est en fin de première décade d'avril, le roi d'Angleterre étant venu, Montgomery a organisé une grande revue à Gabès. Les Français n'y ont pas participé parce qu'ils étaient déjà vers Makdassi, etc. Mais le général Leclerc a été invité. Il a été présenté par Montgomery au roi d'Angleterre en déclarant « Sire, sans le général Leclerc, nous ne serions pas là aujourd'hui ». C'est pas moi qui le dis, c'est Montgomery dans ses mémoires, entre parenthèses. Et alors la remontée vers le nord a continué. À partir du 2 mai, à hauteur du Djebel Fadloun. Le Djebel Fadloun serait à peu près là, en direction du sud, par là. Pas une quinzaine de kilomètres. Et c'est là que la force L a rencontré les premiers éléments de la DFL qui arrivaient de Gambout, qui avait entre parenthèses 2000 milles dans les jantes. La force L donc, a buté sur le Djebel Garsi. Donc on voit là les masses sombres. Ils ont buté là et tout le monde s'est installé. La force L est restée provisoirement en bordure du Djebel Garsi. C'est la première brigade de chez nous qui a occupé avec mission de contenir les Allemands. Parce qu'en plus, il y avait un temps épouvantable, et tout le monde croulait sous la flotte,
Et il y avait beaucoup de difficultés de terrain. Donc le Djebel Garci se termine à peu près par là. Et après, vous avez l'arc des Djebilettes qui finit ici. Voilà. Avec les côtes 150, 139, etc. etc. Alors, les légionnaires se sont occupés du Garci en liaison avec le RLT de la force N. Et ici, ces deux bataillons qui ont reçu ordre de prendre pied sur les crêtes du Djebilette que vous voyez, dont les dernières finissent ici. Le BM4 et le BM5 étaient en tête. Le BM5 occupait la partie d'extrême droite, le BM4 plus à gauche. Et ils avaient derrière eux le BM11 et la compagnie nord-africaine. Les combats ont débuté le 11 mai matin. La deuxième brigade avait mission d'enlever les crêtes de Djebilette. Vous voyez ça là. Les Allemands s'y approchaient, malgré la fuite de Tunis qui était intervenue le 7 mai. Les Allemands s'y approchaient toujours. Alors il faut dire que la DFL était appuyée par deux régiments d'artillerie, le sien, le 1er RA, et le régiment d'artillerie de la 5e division écossaise qui occupait notamment Takruna, mais elle n'avait pas pénétré en direction des Djebilette. Elle s'était arrêtée sur les pentes du Takruna. Et ça avait permis quand même de mettre des PC à Takruna et les postes d'observation. Tous les artilleurs étaient sur Takruna. Je vais vous lire la relation qu'en a fait un sergent du PM4, le sergent Moussu, parce que, en définitive, c'est un très bon repère. Voilà. Nous relevons une unité, entre autres, hein, parce qu'il est parti de beaucoup plus loin. Concernant Takruna, c'est la relation d'un sergent du BM4, sergent Moussu. Nous relevons une unité anglaise et dans l'obscurité, un Français renseigne ses voisins. Dis donc, mes copains, on relève en ce moment des Anglais. Et il y a une voix qui parle d'en face en français qui dit « Nous ne sommes pas des Anglais, nous sommes des Écossais ». Et c'était la 5e division écossaise qui appartenait à la 152e brigade d'infanterie écossaise. Donc la relève a été terminée dans la nuit du 6 au 7 avril sans incident notable. Là, il fait état encore des pluies violentes qui empêchent, qui gênent considérablement. Et alors, il dit que nous retranchons au débouché d'Anoued vers la route de Tunis. Ils sont descendus de Takruna, ils ont franchi cette route et ils ont commencé à partir vers la crête. Le BM4 et le BM5 sont chargés de la prise des côtes 136 ouest, 136 est, 150, 136 nord-ouest de Takruna. C'est toute la chaîne que vous voyez là derrière. Dans la nuit, on reçoit même un renfort en sanitaire pour le cas où. Les premiers pas du BM5, c'est la compagnie Piozin qui est partie, qui a attaqué la première. Elle a fait 50 prisonniers, elle a tué 50 Allemands et fait 170 prisonniers. La poursuite de l'attaque est confiée au BM4, lieutenant-colonel Bourgeois.
c'est la 3e compagnie, commandée par le capitaine Defosse, qui était un prêtre spiritain, qui avait fait la guerre de 14. Il a été très grièvement blessé très vite, et le sergent dit, je suis auprès de lui, je l'aide à faire son premier pansement, mais il est impossible d'envisager une évacuation quelconque dans le terrain et sous le feu des Allemands. Alors notre attaque est partie de la base de Tacrona. Nous avons dévalé une pente assez raide, franchi la route de Tunis, à notre gauche, un terrain dégagé, etc. Ils ont rencontré une résistance qui venait par là, qui les a pris de flanc. Voilà ce que disait un sergent du BM4. Donc ils sont bien descendus de Tacrona. C'était le seul héritage intéressant de la division anglaise, parce qu'ils avaient occupé Tacrona. Alors le capitaine Piozin, BM5, enlève la côte 150, je pense que c'est celle-là, que vous avez là en face. C'est la plus haute de tout. Parti à 6 heures, il l'a occupé à partir de 7h30. Il était parti sabre au clair et il doit la vie à son adjudant de compagnie, qui s'appelait Nukun Kone, parce qu'il a sauté sur un Allemand et son sabre s'est tordu. L'Allemand commençait à sortir son pistolet et l'adjudant l'a descendu avant qu'il descende le capitaine Piozin. La côte 150 occupée, c'est la compagnie Hautefeuille du BM5 qui s'est occupée de la côte 130 qui est un peu à sa gauche. Les rochers sont truffés d'armes automatiques et l'attaque consiste en fait à faire de nombreuses actions partielles sur tous ces nids et qui sont particulièrement bien armés. Hautefeuille enlève la côte 136 à 10h30 et le bataillon poursuit sur une résistance un peu plus au nord qu'on ne voit pas là. En début d'après-midi du BM4, le BM4 a été obligé de s'enterrer. Il n'a rien pu faire jusqu'au soir. Il était pris à partie par des mortiers et des 20 mm. C'est alors que le colonel Brosset, qui commande la brigade, ordonne au BM11 d'opérer un coup de main dans la nuit. Le coup de main a dû se dérouler là derrière ce mouvement de terrain. Il a parfaitement réussi grâce à un appui massif d'artillerie. Les artilleurs, les fantassins, sont arrivés pour ramasser tout le monde. Les gars étaient complètement asphyxiés. A suivi, donc le soir du 11, tout le monde est resté sur ses positions. Et la journée du 12 a été caractérisée par une réaction similaire chez les Français et chez les Anglais et chez les Allemands. Les Allemands ont commencé à vider leurs coffres et les 2 régiments d'artillerie français ont tiré toute la journée de façon à empêcher les Allemands de faire quoi que ce soit. Les archives du premier RA disent qu'ils ont tiré dans la journée plus de 6000 coups. Alors c'est comme ça que s'est déroulée la journée du 12, et je peux vous dire que le 13, vers midi, toutes les pentes là étaient couvertes de gens qui descendaient se rendre. Ça prouve que le terrain avait permis l'installation d'une multitude de petits postes qui étaient en général très bien armés. Les combats se sont terminés comme ça.
Donc ces combats ont coûté à la DFL 116 blessés et 50 tués. Alors il faut vous dire que là, je n'ai pas parlé de la première brigade. La première brigade a réussi 2 jolis coups. Ils ont surpris 2 postes allemands en faisant prisonnier pratiquement tout le monde, mais ils ont perdu 37 hommes. Le 13 mai matin, donc, le chiffrage officiel indique plus de 6 000 prisonniers récupérés, 26 000 prisonniers récupérés par la division. Et je me rappelle qu'il y avait le DCR qui était par là, qui dirigeait les gens vers Bouficha. C'est tout ce que je peux vous dire. En tous les cas, le 13, vers 14 h, on s'est dirigé avec le commandant Ozer vers le PC. On a trouvé Gardé et le colonel Bourgeois. On a fait un rapide petit casse-croûte. Pendant qu'on faisait ce casse-croûte, les transmissionnistes ont amené des comptes rendus qui provenaient du groupement Le Coulteux, donc qui appartenait aux forces du général Kölz, qui avait atteint Djeradou. Et les patrons du BM4 et du BM5, en fin d'après-midi, ont pris contact avec les forces blindées du général Le Coulteux. Et les comptes rendus disent que, alors que le colonel Le Coulteux n'avait pas été gentil du tout en Syrie, là, tout le monde est tombé dans les bras les uns des autres. Ça a fini sans doute par des bons casse-croûtes. Et tout le monde a été unanime pour reconnaître que le contact avait été particulièrement chaleureux. Donc voilà cette campagne de Tunisie qui se termine sur une note encourageante. On suivit un défilé mémorable à Tunis, le 20 mai, au sein de la 8e armée, où, vu la dispersion, en fait, seuls quelques spahis, une section de la compagnie de chars et des éléments des 2 compagnies anti-chars de la 1re brigade et de la 2e brigade ont participé. Et les Anglais avaient la correction de les mettre en tête de la 8e armée. Voilà comment a fini cette campagne de Tunisie. Alors nous sommes sur un lieu symbolique, celui du dernier combat des Français libres qui agissaient dans le cadre de la France libre. Après, eh bien, on s'est trouvé amalgamé avec les forces d'Afrique du Nord pour un départ vers l'Italie. Bon, la réalité amène à souligner que la fuite du temps met hors de cause tous les pauvres vétérans. Plus personne ne tient debout et il faut absolument passer la main. Donc c'est maintenant à la fondation de la France libre, menée par son président, le général Bress, aidé par sa secrétaire générale, Madame Kellen Butin, qui est issue de notre sérail. C'est à eux qu'il reviendra de porter la saga de la DFL. Au nom des vétérans et des anciens de la DFL, de leurs descendants et amis, que j'engage vivement à aider la Fondation, je forme des vœux de réussite complète. Voilà, merci de m'avoir écouté. Épiloguer, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce n'est pas d'hier que la DFL est dans la proximité de la Fondation, puisque elle est installée depuis longtemps au siège de la Fondation, l'ancien et le nouveau, et puis qu'il y a eu un fusionnement à la personne d'Yvette ici présente, puisqu'elle a double casquette et double traitement de secrétaire général de l'amicale et de la fondation. De 2 fois plus de boulot. Le dernier acte que nous allons faire en commun avec Pierre, non pas qu'il nous quitte, c'est de remercier, où est-il parti,
Il est là, il se cachait. Oui, allez-y, allez-y. Gérald Dursault, qui, ici à Tunis, dirige la délégation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et vous avez pu mesurer à quel point sa tâche est importante et sa tâche est immense. Vous avez vu ce chantier d'hier, vous avez vu l'état d'entretien de cette nécropole aussi. Je rappelle à ceux qui nous ont accompagnés à Tobrouk que lors de la reconnaissance préalable, on avait dû actionner très vite pour que la nécropole, 3 mois après, soit en état de recevoir une délégation. Mais non, bravo. Je ne dirais pas longue vie à la délégation, puisque ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés, voilà. Voilà, mais en tout cas, du fond du cœur, accepter ce modeste souvenir de la Fondation. Merci, mon général. Merci à tous. C'était un plaisir et un honneur de vous voir et surtout de rencontrer des anciens combattants là, qui ont donc, fait d'armes ici sur Takrona et qui ont commencé ici et fini. Bon, fini pas encore. On n'est pas pressé. Pas encore. Attendez d'être rentré en France. Attendez, voilà. Merci donc à tous. Encore une fois. Je voulais remercier aussi mon assistante parce qui a contribué amplement à votre visite. Et vous avez aussi une personne en or à la Fondation, Madame Butin, que je peux vous dire, on a bien travaillé et heureusement qu'elle est à la Fondation. Il ne faut pas qu'elle parte en général. Vous avez raison, mais vous avez raison de dire en or, parce qu'avec les 2 salaires... Je vois qu'elle a de l'or. Allez, merci à tous et après, j'espère que vous êtes heureux de votre visite. Non. Et merci aussi Ah bon. à Ibrahim aussi. Non, on va faire la photo.